Bonjour, bienvenue dans notre émission Remettons les pendules à l'heure, ce 2 août 2026. Alors, comme vous le voyez affiché, donc vous voyez le suicide français, une émission donc que j'ai regardée sur Planète là, et vraiment. Alors, attendez, je change. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, évidemment. N'oubliez pas donc de liker, de vous abonner et également, si vous voulez, qu'on vous reçoive les notifications. Alors, je dis là, vous voyez, j'ai mis là, contrairement habituellement, je mets là la caméra en gros et afin que vous voyez bien, je fais bravo. C'était vraiment une émission de synthèse tout à fait passionnante, surtout pour la jeune génération, bien sûr, mais pour la mienne, des rappels utiles. Et puis surtout, bon, cette faculté donc à synthétiser, présenter, etc. Bon, c'est son travail, hein, les journalistes. Hein. J'ai beaucoup apprécié, mais il y a toujours un mais. Hein. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir vous apporter la contradiction, Monsieur Zemmour, sur un point. Alors, on va revenir un peu en arrière. Alors, à un moment donné, on voit un barbu, l'air déconnecté. Alors, on va chercher un barbu. Oh, où c'est que je vais trouver mon barbu dans tout ce qu'il y a là? Ah, hop, voilà. Donc, oh, tiens, là, j'ai disparu, moi. Oh, non, il faut que je retourne sur le truc. Voilà. Donc, voyez, alors, donc, on voyait un barbu, l'air déconnecté, qui parle de changer les couches. Il est question donc de la féminisation des hommes, un sujet qui est vraiment un sujet préféré de Zemmour. Je pensais qu'il avait changé ses priorités, mais apparemment pas tout à fait. Et ensuite, on a eu droit donc à Belle Avoine qui chante d'une voix suraiguë, empreinte d'émotion. Donc voilà, je vais vous refaire un petit rappel là sur Belle Avoine. Voilà. Oh zut. Bon, Belle Avoine, qui chantait donc Mon combat, dans le cadre dont la douleur du père lors d'un divorce et qui n'a pas la garde de son fils avec une femme qui s'arrange donc pour perturber les visites. Alors, bon, je ne sais pas comment ça s'était passé exactement dans son couple, qui des deux abusait de l'autre, mais a priori, ça se passait mal. Et donc, dans cette chanson, il y avait un accent de vérité avec un facteur émotif donc extrêmement présent. Je disais même un peu une voix de crécelle. Parce que peut-être justement parce qu'il fallait que l'homme qui jusqu'à présent ne montrait pas ses émotions, qui est éduqué comme ça avant 14, entre les deux guerres, parce que ma foi, l'homme à l'homme collait l'image de soldat. Eh bien, donc, pour montrer qu'un homme est capable d'être proche de son fils, de ressentir des sentiments, que ce n'est pas toujours la mère qui peut être le meilleur foyer, bon, je veux bien le croire, eh bien, donc, il y a eu cette chanson et cette présentation est une présentation donc d'un homme avec une coupe qui auparavant était vécue comme féminine et une tenue vestimentaire unisexe, que ce soit homme ou femme, un peu tout pareil. Donc ça c'est dans les années 70, je vais vous faire voir d'autres tenues. Alors où elles sont? Voilà, tiens, les voilà.
Voilà pour la jeunesse, langue tenue des années 70, là vous voyez, c'est plutôt les pâtés éléphants. Ensuite il y aura les jeans, mais voilà, pendant longtemps, donc surtout chez les étudiants, ça va perdurer l'unisexe. Alors je crois que là ce n'est pas de la synthèse, mais de l'amalgame. Donc pour ce qui est du barbu, je reviens à mon barbu. Et il nous montrait donc un beau barbu qui change les couches, l'air un peu vaseux. Bon, celui-là, il n'a pas l'air vraiment vaseux, mais j'en ai pris un autre qui symbolise un peu le mouvement hippie, beau, sexy, drogué à côté de ses pompes. Donc, je pense que là, c'est pas l'image du père qui materne, mais c'est plutôt la drogue, hein, qui est aussi présente donc dans ces années-là. Ce n'est plus un travail de synthèse, mais de l'amalgame qu'il a fait. Nous sommes de la même génération, Eric et moi, mais si son constat est juste, l'analyse ne l'est pas pour autant. Car cette époque a bouleversé surtout la vie des femmes, donc vous n'étiez pas à même de bien la comprendre, en tant qu'homme ayant une situation en plus aisée. L'aspect social de cette époque et les rapports hommes-femmes méritent d'être un peu mieux analysés. Donc, je reprends le barbu chiffre-molle que donc, vous nous aviez montré, donc, qui était chez les hippies, drogués. Il eut aussi son pendant féminin, je vous rappelle. Et aux USA, avec l'augmentation des drogues, même actuellement, on voit des quartiers littéralement de zombies. Et en Russie aussi, on voit ça. Donc, c'est la drogue qui détruit l'individu, homme ou femme. Hein, exactement. Maintenant, si vous voulez voir un père qui materne, je vais vous en montrer un. C'est le modèle à la suédoise. Attendez. Voilà, là on le voit mieux. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, il n'a pas tout à fait un profil efféminé. En fait, c'est celui qui gagne le moins, qui reste à la maison, quoi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc on verra secondairement un peu ce que j'en pense. Mais déjà, d'un pays à l'autre, il peut y avoir des variations. Et dans les exigences du quotidien, du travail à deux, si la femme n'a pas double journée, et si comme M. Zemmour, on n'a pas les moyens d'avoir du personnel à la maison, eh bien, il faut bien partager les tâches. Donc, son barbu à lui, il n'était pas, donc, comme je vous ai dit, branché sur la reproduction, hein, il était branché sur autre chose. Et puis aussi, il y a le phénomène de la pilule. Oui, donc vous aviez la pilule, vous aviez les libérations des mœurs, donc du fait aussi de la pilule. Mais malgré tout, si vous aviez des femmes enceintes, je vous rassure, les anciens comportements n'ont pas pour autant disparu avec le changement de look des hommes. Hein. La femme qui tombe enceinte, bien souvent, comme par le passé, ça restait son problème, sauf que l'entourage, parfois, poussait à l'avortement, même celles qui n'avaient pas envie d'y recourir. Donc le look changeait, les mœurs, ça prend plus de temps. Parfois même, ce changement de mœurs, ça a été parfois pire pour la femme. Fini la courtoisie, voire une justification de la violence, car il y aura toujours des individus qui, au nom de n'importe quel principe, trouveront le moyen de mal agir. Donc ça, c'est autre chose. Cependant, je vous accorde que le physique de l'homme changea, mais pas pour les raisons que vous évoquez. Vous avez eu une augmentation du niveau d'instruction, du nombre de bacheliers et donc du nombre d'étudiants. Avant que la salle de sport et la musculation deviennent un hobby. À l'époque, c'était plutôt les soirées arrosées, la cigarette et les bagnoles.
Et évidemment, les accidents et mortalité qui allaient avec. Et ça n'empêchait pas qu'ils avaient, à l'adolescence, hein, l'adrénaline qui les poussait à faire n'importe quoi et à avoir des morts violentes, par exemple, dans les accidents, avec la vitesse, etc. Donc, il y a effectivement des comportements propres à l'homme et à la femme. Et le changement look n'y a pas toujours changé grand-chose. Donc, je vous rappelle mes photos anciennes, effectivement, on voit un physique des jeunes. Si je vous avais cherché des physiques des jeunes qui partaient à la guerre avant 14, c'était tous des jeunes paysans, bien baraqués. Moi, je sais, j'avais des photos de famille et on a l'impression que c'était des athlètes. Hein. Même les femmes, d'ailleurs, elles étaient plutôt carrées, costauds. Hein. Bon, avec, en plus, le travail des champs, qui à cette époque-là n'était pas mécanisé. Donc, à ma génération, le physique changea, non pas du fait des femmes, mais du fait de l'augmentation du nombre des intellectuels. Alors, je parle en connaissance de cause parce que moi, j'avais un père qui, malgré tout, était musclé, un frère grand costaud également, et c'est vrai, je me sentais mal à l'aise vis-à-vis de ce physique des jeunes. Qui par la suite, effectivement, quand la muscu va apparaître, peut-être vers la trentaine, quarantaine, ils vont se muscler. Et puis, bon, de manière physiologique, les hommes s'élargissent donc à 30 ans, dans ces cas-là. Mais pour ceux qui vraiment s'adonnent à du travail physique, dès 20 ans, vous aviez une bonne stature. Ça a été le cas aussi de mes fils. Donc, rien à voir avec la politique droite et gauche confondue. On avait ce profil lié à une augmentation donc du niveau intellectuel. Ce raisonnement, surtout, manque de cohérence. On ne peut pas à la fois parler d'hommes efféminés par le maternage, mœurs développées donc qui sont censées s'être développées à gauche, et dans le même temps reprocher l'ultra-violence générée par la gauche, qui est vrai aussi, avec les antifas par exemple. Je vais vous ramener quelques images. Alors, voilà, on a celle-ci par exemple. Hein. Donc, on en a eu d'autres aussi. J'ai participé moi-même à des manifs contre Crémalville, donc contre le nucléaire. Donc, pour d'autres causes écolo, il fallait des individus sans être brillant, déterminés, courageux, qui n'avaient rien de ramolli et qui avaient malheureusement des opinions de gauche qui, je pense, ont porté beaucoup de tort à l'écologie et qui, elles non plus, n'étaient pas cohérentes. Donc, vous voyez, chacun a ses incohérences. Et ils ont souvent payé un lourd tribut à la défense de leurs convictions, parfois même au prix de leur vie. Je pense donc même... pas qu'aux manifestants, mais il y a eu aussi, c'est un journaliste qui est mort, par exemple, dans le Rainbow Hour. À Malville, il y avait un ancien militaire, comme par hasard. Il s'est pris donc une grenade, il a été tué. Bon, on en a eu aussi un jeune pour une histoire de barrage de crevettes, vraiment, et qui, paraît-il, lui-même était plutôt en retrait de la manif. Donc il y a eu des gens, même en retrait des manifs, qui ont vraiment été ciblés, qui étaient pacifiques. Mais il faut du courage. Je regrette, il faut du courage. Bon, vous avez des hommes à la maison qui cultivent la terre, des paysans qui ont beaucoup de terre et qui sont encore à des méthodes un peu traditionnelles. Eh bien, il faut que la femme, d'abord, souvent les femmes n'ont pas envie de rester beaucoup à la ferme. Et donc, il y a le fait qu'il y a besoin d'argent et que c'est souvent la femme qui va partir comme infirmière, comme aide-soignante, comme instite, comme travailler dans un commerce, tout ce que vous voulez, et qui vont apporter donc un peu d'argent à la fin du mois pour une ferme qui a du mal à tourner et qui parfois se termine donc par le suicide de ce pauvre homme. Donc, il a aussi les gamins dans les pattes. Hein. Si la femme doit partir à 6 h du matin, je suppose que c'est pas elle qui va les emmener à l'école. Hein, ou prendre le bus. Bien que souvent, les enfants, dans ces cas-là, se débrouillent un peu par eux-mêmes.
Donc, je vous rappelle l'homme du Nord, hein, je vous avais déjà montré qu'il n'a pas tellement un physique féminin. Alors, je vais vous donner maintenant ma position donc sur ce qui est des rapports hommes-femmes. Alors, attends, on va chercher une image un peu moins violente, qui soit un peu plus agréable à voir. Oh, ben, je vais couper la caméra, tiens, tout simplement. Voilà. Voilà. Et on coupe la caméra. Bon, alors, premièrement, alors, le nouveau-né, c'est-à-dire moins de 2 ans, a essentiellement besoin de sa mère, voire que sa mère les premiers mois, ce qui n'empêche pas le père d'aider aux tâches ménagères, de s'intéresser à son nourrisson, parce qu'il ne va pas d'un jour à la naissance. D'ailleurs, c'est très frustrant pour la mère de ne pas s'y intéresser, puis s'y intéresser subitement un peu plus tard. Hein. Mais c'est pas vital pour, par exemple, un couple où le père a un travail qui l'oblige à partir plusieurs mois. Je pense aux militaires, par exemple. C'est pas dramatique. Donc, le père devant permettre seulement à la mère d'avoir un peu de répit, surtout si c'est son premier, tout ça, parce qu'il faut savoir qu'un enfant, même s'il n'y en a qu'un, tout votre temps disponible, il le prend. Quand vous en avez plusieurs, il faut qu'il partage le temps, c'est tout. Mais donc, on se fait bouffer quand on n'a pas l'habitude des enfants, et on est souvent épuisé, plus pour le premier que pour le troisième. Ceci étant lié notamment aussi à l'allaitement, qui se substitue en somme au cordon ombilical et permet une rupture moins brutale. C'est donc un facteur favorable au développement de l'enfant. Mais s'il n'est pas là, parce que toutes les femmes ne peuvent pas allaiter, c'est pas dramatique non plus. Ça va être un peu plus difficile. Un peu plus, justement, la femme qui aura plus besoin de soutien de son conjoint, parce que ça sera plus dur. Parce que alors c'est facile hein, aussi, quand vous nourrissez, vous partez, vous préparez rien, bon, il a soif, un petit peu, hop, il prend un petit peu au sein, c'est pas tout à fait la même mort, mais c'est pas grave, parce que se trimballer des biberons, c'est quand même, ça limite quand même pas mal. Donc, il y a le côté pratique, qui fait aussi, qui diminue la fatigue. Et donc, c'est un facteur, l'allaitement, favorable au développement de l'enfant, et c'est surtout quand vous avez des difficultés de lien mère-enfant, de mères qui n'ont pas désiré leur enfant, donc qui ont du mal même à le prendre, et des fois, au niveau de l'allaitement, eh bien ce lien va se créer. Quand la mère, justement, des fois ne renonce pas à l'allaitement parce que elle bloque au niveau de cet enfant, mais ça c'est plutôt un mauvais signe. Donc aussi bien sur le plan psychique, que pour sa santé organique, c'est pas le sujet aujourd'hui, on va pas développer. Donc c'est pour cela que j'estime que les mères devraient, parce que pour pouvoir allaiter sereinement, il ne faut pas être crevé, sinon de toute façon vous n'aurez pas de lait. Donc il faut être en congé, évidemment. Donc je pense que pour les mères devraient avoir un congé maternité, si elles le désirent, parce qu'on ne fait jamais rien quand c'est pas volontaire, de 6 mois à 2 ans. Pourquoi je dis 2 ans? Parce qu'en fait, si vous voulez, la rupture avec la mère, ou bien vous anticipez, c'est vrai, quand vous disait, vous mettez le gosse en nourrice à 3 mois, il est comment dire, il connaît sa mère, si, mais il fera moins de différenciation du moment qu'il a bouffé, quoi, en somme, ça va beaucoup mieux passer de le donner à garder. Tandis qu'à 6 mois, c'est même le local, il est habitué à son chez lui, vous le foutez ailleurs, il regarde de tous les côtés, le gosse, il panique. Donc pour éviter ces paniques, on vous disait même, il est mieux de le mettre à garder plus tôt qu'à 6 mois. Mais 6 mois, parce que 6 mois, c'est le temps idéal pour avoir un allaitement minimum et avoir à peu près tous les avantages. Mais certains pensent que pour, par exemple, résister à des affections particulièrement dures, de longue durée, et ça, je le crois, parce que je l'ai personnellement éprouvé, eh bien, 9 mois, ça vous permet de vous protéger contre certaines maladies très, très invalidantes. Ou qui peuvent mettre votre santé, votre vie même en danger. Donc, 2 ans, eh bien, parce qu'à 2 ans,
En plus, si vous êtes chez vous, vous pourrez plus facilement vous enlever les couches, rendre l'enfant propre très tôt. Et alors maintenant, on voit un recul. Les enfants, de plus en plus tard, ils sont propres de plus en plus tard parce que la mère n'est pas disponible pour s'occuper de ça. Il a des couches même en été, alors qu'en novembre, ben, hop, on enlève les couches en été, à la rentrée, il est propre. Et donc, jamais autrefois où le gamin il avait des couches, il allait pas à l'école, hein, il était refusé. Maintenant, on les prend à 3 ans avec des couches. Donc, 2 ans, donc c'est l'âge minimum à laquelle on peut mettre l'enfant donc en collectivité, en sachant que c'est de 2 à 3 ans, ça dépend un peu des enfants. Mais donc si on a déjà cette facilité où la mère n'a pas à garder, ne se fait pas mal voir de l'employeur parce qu'il faut qu'elle s'arrête à cause de son gosse, c'est déjà bien. Et on aurait une contrepartie, c'est-à-dire que la mère touche 70% de son salaire par l'État, mais, ou allocation, enfin bref, il faut que l'employeur ait une obligation d'employer soit un premier emploi, soit un chômeur de plus de 6 mois. Et ben, s'il n'est pas formé, il le formera. Ensuite, deuxièmement, le rôle du père est précisément d'aider à la rupture complète du cordon en aidant l'enfant à se tourner vers l'extérieur progressivement. Et l'émancipation de l'enfant permet sa scolarisation donc entre 2 et 3 ans. Elle se fait progressivement, notamment en augmentant le temps passé avec le père et les proches, avec notamment l'acquisition de la marche. Hein. C'est très fatigant un enfant qui veut marcher. Donc là, oui, hein, l'aide du père ou des grands frères et grandes sœurs, ça ne doit pas reposer sur la mère. Hein. Ça serait l'idéal. Mais bon, ce qui doit être fait est ce qui est fait. Donc, où nous mettions-nous? Donc, maintenant, je reviens à Balavoine, donc, et sa voix de Crécelle. Donc, oui, je vous avais dit, il exprime une forte douleur qui est réellement la privation du parent qui n'a pas la garde, quel qu'il soit. Il y aura toujours un malheureux, ou la mère ou le père, sauf s'il est incapable de s'occuper de son enfant, que c'est un parent maltraitant. Hein. Mais dans le cas contraire, c'est toujours un drame. Et le problème vient encore de l'homme. Si l'homme n'est pas... Bien qu'il y a aussi les femmes qui sont des harceleuses. S'il n'y a pas de harcèlement, que le divorce se passe bien, qu'ils arrivent à habiter pas trop loin en disant c'est ça qui est important, que mon enfant ne perd pas ses points de repère, que je déménage pas trop loin, qu'il passe d'une maison à l'autre assez facilement, eh bien, ça sera parfait. L'enfant, le divorce ou pas divorcé, il n'y aura pas de différence. Hein. Jusqu'à 14 ans, ça devrait être ça. Mais ça demande un parent raisonnable, un parent qui ne soit pas un harceleur parce que l'autre s'en va. Ouais, alors donc il parle de la garde toujours donnée à la mère, mais on oublie que la politique allemande, héritage du Reich, n'est-ce pas, c'est la garde au père. Et c'est là qu'il y a eu toujours des problèmes entre des couples franco-allemands, où la mère française repart sans son gosse et l'allemand, de toute façon, allemand, il garde. Voilà. Donc la France est un des pays aussi qui ne sait pas défendre les droits de garde de ses concitoyens. Ça s'est vu aussi avec l'Allemagne, avec l'Algérie, etc. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Donc il n'y a pas en fait de bonne solution, sauf si c'est un divorce bien organisé avec des parents qui habitent pas trop loin l'un de l'autre. La question peut être aussi, pourquoi part-elle? Simplement parce que le travail lui permet... Attendez. Oui, si c'est simplement parce que le travail lui permet de partir, que sinon la femme est prise en otage, elle n'a pas les moyens de s'assumer, ou alors à peine, et dans ce cas-là, c'est elle qui perdait la garde de ses enfants. Ça, j'ai connu aussi des femmes qui finissent SDF, qui ne voient plus leurs enfants, etc. Donc, la mère qui reste à tout prix, oui, ça existait, n'est-ce pas? Mais ça peut se terminer par le père, le fils qui va tuer son père,
parce que ce père bat mère et enfant, surtout la mère, parce qu'il est imprégné d'alcool. Puis un jour, le fils va plus supporter et c'est le fils se retrouvera en prison et le père au cimetière. Donc, c'est pas non plus la bonne solution. Donc, d'autre part, pendant longtemps, seuls les hommes, tuaient, voire violaient leur enfant pour se venger de la mère. Des mères infanticides, cependant, je reconnais, on peut observer que ça devient moins rare. Et je me demande si c'est pas dû à l'imprégnation hormonale, c'est-à-dire des jeunes filles qu'on met sous pilule depuis l'âge très très jeune, et si ça peut pas jouer sur leur évolution et diminuer un petit peu leur ressenti, l'instinct maternel. Alors je pense plutôt à des jeunes filles qui se retrouvent à la pilule dès l'âge de 14 ans, plutôt qu'à des femmes majeures ou des femmes qui reçoivent leur 3e ou 4e gosse. Là, non, je pense pas que c'est beaucoup d'impact. Mais je me pose la question pour les mineurs, honnêtement. Alors, je me perds un peu dans mes notes. Donc, il y avait encore autre chose. Ah ben c'était derrière, ouais, voilà. Donc, si on regarde, on l'a tenue, on a vu, hein, effectivement, même tenue, mais le comportement, lui, je vous disais, il n'a pas tant changé que ça. On le voit avec des scandales qui se sont dévoilés de nos jours avec le mouvement MeToo. Malgré tout, il y a peut-être des exagérations, c'est le problème. C'est que quand vous luttez contre une position extrême, eh bien la tendance est de passer aussi à une autre position extrême. Il faut évidemment un juste milieu, mais c'est des choses qui ont existé et c'est des choses contre lesquelles il fallait lutter. Donc, pendant longtemps, à cause des divorces aussi, c'est que les tâches ménagères restèrent attachées essentiellement à la femme. Donc, déçues, parfois exténuées par leur double journée, passant parfois plus de temps avec leurs collègues qu'avec leur mari, donc on peut comprendre qu'il y ait des sentiments qui vont évoluer. Mais surtout, cette émancipation financière fait que les femmes ont divorcé. Donc, alors que je vous dis que Jésus milita contre la répudiation, donc, on voit cette civilisation chrétienne où la femme réclame le droit de quitter son mari. Parce qu'à l'époque de l'Antiquité, mais c'était une malédiction. L'homme répudiait sa femme, la femme, le mieux qu'elle puisse espérer, ça je l'ai vu aussi en Algérie, elle avait déjà été mariée, et quelles que soient ses qualités, elle ne pouvait être que seconde épouse, hein, c'est-à-dire boniche, en gros. Et ça, je l'ai vu, donc, des femmes qui venaient du Maghreb et qui voulaient se faire mettre un stérilet en douce parce que le mari voulait à tout prix un garçon et que c'était le rôle, donc, de la seconde épouse. J'observais par la suite donc un phénomène étrange. Le divorce faisant trop souffrir, on se mariait plus. Puis on se maria tardivement, voire après le premier ou après les enfants, quoi. Parce que sans contrat, pour avoir un mariage en fait qui ne soit pas une contrainte. Donc, comme vous aviez plus cette contrainte liée au mariage, par peur de se perdre, eh bien, j'ai remarqué que ceux qui ne se mariaient pas avaient tendance à avoir un couple amoureux qui durait plus longtemps, qui s'entendait très bien, qui ensuite, le mariage devenait une formalité administrative qui facilite la vie quand on a des enfants un peu.
Mais bon, c'était rodé, quoi. Ils avaient pris l'habitude de faire attention l'un à l'autre parce qu'ils n'étaient pas mariés, ils risquaient de perdre leur conjoint. Et c'est ça le problème, c'est quand les gens sont mariés, ils oublient qu'ils peuvent perdre leur conjoint. Donc, de nos jours, et ben ensuite, ça donnait le mariage à l'essai, suite logique. Donc, les femmes ont des exigences, le partage des tâches s'impose, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas une question de féminisation, masculinisation, c'est une question qu'il n'y a pas de bête de somme, en somme. Et les jeunes papas, en s'occupant très bien de leurs enfants, eh bien, ça leur permet juste de mieux les comprendre aussi. Donc, il n'y a pas d'autre choix possible, sauf si on a les moyens, comme M. Zemmour, d'avoir du personnel de maison, bien entendu. Bon, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ah, oui, j'allais oublier un autre aspect encore. Une chose qu'il ne faut pas confondre avec tout ça, c'est que il y a quelque chose de tragique, c'est qu'effectivement, cette mode unisexe, que je détache du phénomène de la reproduction, qui est plutôt pour les hommes de dire, voilà, nous avons une part féminine en nous, capable de ressentir des sentiments, mais pas forcément des sentiments liés à la maternité, paternité. C'est lié aux guerres où, avant 14, entre les deux guerres, l'homme, le vrai, ne pleure pas, ne montre pas ses sentiments. Et on a fait donc des gens disciplinés qu'on a envoyés à l'abattoir de chaque côté. Pour quel résultat? Pour un résultat d'une Europe qui s'est suicidée. Il y a eu aussi le suicide de l'Europe, M. Zemmour, à cette époque-là, ne l'oublions pas. J'ai pour habitude de dire qu'il y a eu deux vaincus, le seul vainqueur, ça a été tout de même les USA du fait de la perte de puissance de l'Europe. On s'est entrebouffé. Donc, il y a eu une réaction à cela, trop d'horreur, qui fait que les hommes, en se féminisant, ont voulu marquer leur individualisation, qui se manifeste essentiellement dans les sentiments, dans l'émotion. Donc, c'est un progrès de l'individualisme. C'est aussi, justement, ces sociétés qui vont être polyculturelles, comme on dit, et où, du coup, vous avez une perte de lutte stupide, d'ailleurs, contre ce qu'on appelait le chauvinisme, qui en fait était le nationalisme, et ça aboutit à un individualisme parfois exacerbé. Et donc, c'est sur cette lancée unisexe du vêtement, en toute logique, certains ont pensé qu'il pouvait y avoir un unique sexe du corps, un corps homme-femme. On ne sait pas, il n'y a que ce qui est je choisis qui compte et ce que je demande à ce qu'il soit inscrit dans mes papiers qui compte. Ce qui revient à dire que l'homme est un dieu créateur, qui s'émancipe donc de sa nature, qu'il est en rupture, que ce soit avec Dieu ou avec la nature, il est en rupture. Donc, après avoir donc nié les différences entre les ethnies, quand je dis ça, c'est pas une question de supériorité, c'est des différences qui peuvent être d'ordre immunologique, de taille, de force physique. Et l'intelligence, elle se mesure à votre capacité d'adaptation à votre milieu. Si vous avez des milieux différents, vous avez des hommes différents, et chacun de ces hommes est sans doute mieux adapté à son milieu. Donc c'est pas des histoires de comparaison, le racisme c'est une hiérarchisation. Donc voilà qu'on nie la différence biologique homme-femme. Alors la meilleure de toutes, je sais pas si vous avez vu, celle-là, faut que je vous la montre, vous la rechercherez. C'est la statue, donc je sais pas si c'est en Suède ou Danemark, enfin dans ces pays-là, où vous avez une statue, moitié d'un côté un homme avec une poitrine d'homme, et de l'autre côté un sein de femme avec les cheveux qui pendent, là, qui donne le sein à un gosse. Alors, dans les gens qui commentaient cette image, il y a une dame qui dit, les hommes, ils ont pas les organes, mais ils peuvent pas allaiter. J'ai dit, théoriquement, je lui dis, mais si, c'est le même organe.
Les hommes ont des seins, ils peuvent faire aussi, même que ce soit rarissime, des cancers du sein, ça existe aussi. Donc je me suis dit, après tout, oui, sous hormones, ça doit marcher. Donc j'ai recherché ça, et imaginez sur quoi je suis tombée, qu'il existe un kit d'allaitement, donc on vous donne de la prolactine en somme, pour les hommes qui voudraient se lancer dans l'allaitement. Alors là, la totale, quoi. Alors je vous préviens, les hommes, vous n'êtes pas par contre faits pour être imprégnés par des hormones qui ne sont pas des hormones masculines. C'est très bien tout ça pour avoir un cancer. Hein. Donc à vous de choisir. Donc cet homme-femme, ça correspond quelque chose aussi dans l'Antiquité, où il y avait la croyance, donc une croyance gnostique, où on vous disait que vous aviez des âmes complémentaires, féminin, masculin, chacun a son âme sœur. Si vous la trouvez pas sur Terre, bon, c'était bon pour le moral, quand vous serez mort, vous allez la retrouver au paradis, vous faites plus qu'un, et donc c'est l'homme unisexe, parfait, heureux, en harmonie avec Dieu, qui est lui, qui lui contient tous les esprits. Donc vous voyez, c'est assez ésotérique. Hein. Eh bien, c'est un peu ça. Sauf que là, on considère que c'est l'individu qui n'a pas de qui est complémentaire à lui-même, qui est à la fois homme-femme, hein, et ça, c'est tout simplement un aboutissement de l'individualisme qui ne peut même pas admettre qu'il y ait une personne complémentaire de sa nature. Donc je pense que quand on vieillit, effectivement, on peut, avec une certaine sagesse, tout ça, arriver à être un peu presque des êtres unisexués qui ont une vision qui n'est pas, qui est moins sexuée, on va dire. Mais il faut du temps. En attendant, l'idéal pour être bien dans sa peau, eh bien, il faut cette complémentarité homme-femme. Alors, on vous dira les religieuses, mais les religieuses, elles ont des comportements au niveau spiritualité où on dirait vraiment des femmes amoureuses d'un Jésus mythique là-bas dans le ciel. Hein. Voilà. Donc, l'approche les femmes aussi dans le monde du travail ont souvent une approche qui est différente de l'homme, mais qui peut être complémentaire et enrichissante. Ça s'est vu par exemple dans le domaine de la zoologie. Vous avez les biologistes, et pour eux, la femelle, la guenon, elle s'occupe de ses petits, et ils ont jamais pensé au rôle social de la femelle. Et c'est quand des femmes zoologistes se sont intéressées à la zoologie qu'elles ont pu mettre en évidence le rôle social aussi de la femelle. Au niveau, donc, dans les forces de l'ordre, par exemple, tout ça, vous avez les femmes qui ont peut-être des capacités diplomatiques parce qu'elles n'ont moins, là, tout de même, la forme physique plus développée. Et c'est peut-être pas bien utile si ça permet d'être mieux armée pour diminuer les tensions et éviter la violence. Bon, je pense cet exemple, mais il y en a d'autres. Il y a des analyses différentes, parce que la femme, par exemple, pour monter en puissance, elle régnait un peu sur sa maison, elle devait déjà gérer les interactions entre les différents membres de la maison, et en politique, les femmes, par exemple, ont toujours eu un rôle essentiel, simplement il était moins en vue. Donc les femmes, je crois, sont beaucoup plus habituées. Par exemple, au niveau de la politique, ça peut avoir un certain intérêt à ménager la chèvre et le chou, et pour obtenir ce qu'elles ont en perspective. Bien. Donc le transgenre, c'est simplement un épiphénomène, un danger de notre société lié à l'ultra-individualisme et qui en fait met sur terre ce dogme religieux, donc de la disparition des sexes après la mort, la fusion des âmes complémentaires,
et qui sur Terre, donc pour passait par l'amour. Donc dans cette philosophie, soit vous aviez votre âme sœur, et c'était important donc justement de s'aimer. Jésus le dit, parce qu'il y a un aspect aussi gnostique. Il faut d'abord s'aimer en esprit. Ça correspond à ça. Et puis si vous ne trouverez pas, vous allez la trouver là-haut dans le ciel. Donc c'est peut-être ça le problème des religieux. Hein. Donc l'individualisme du transgenre donc le pousse à refuser cette complémentarité. Bonne journée à tous.